on voit Chelsea jouer aujourd'hui. Je ne vois aucun défenseur de Chelsea qui soit meilleur que Agbadou actuellement. Même ma mère coupée. Donnez-moi un seul défenseur de Chelsea. Chelsea n'a pas fait d'offre pour Agbadou. Même si Chelsea n'a pas fait d'offre, c'est pour mettre en évidence ses qualités. Tu vois, par rapport à ce qui se fait actuellement dans les top clubs européens, au fait, je ne trouve pas que Agbadou soit moins fort que ces gars. Mais au contraire, il est encore meilleur que ces gars. Je donne l'exemple de Chelsea là. Je prends encore l'exemple de Manchester United. Il est meilleur que 3/4 des défenseurs de Manchester United, au fait. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour expérimenter les choses, pour avoir cette empreinte là sur l'équipe. On parle du jeu. Tu sors de... Tu parles du contexte général. Il faut comprendre que le football, c'est pas juste le terrain. Non, mais je ne suis pas d'accord. Déjà, pour te comprendre, quand tu parles de quand Faya est venu... Tactique. On parle de tactique. Tactique maintenant. C'est une prise de conscience déjà collective, en fait. Déjà que les éléphants... Il était déjà pas au but. Tactique. Ça, c'est... S'il te plaît, ça, c'est venu avec MS Mike. C'est venu avec lui. Non, c'est venu avec... Moi, il me lève bien mauvais. Moi, il me lève bien mauvais. L'aboutissement de cette signature-là n'est pas encore visible, mais il y a quelque chose. Anissé, qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? On dit tous la même chose, seulement que vous deux, vous voulez. Ce n'est pas encore visible. La signature est déjà visible. Voilà, c'est là que nous sommes pas d'accord. La signature, c'est déjà visible. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que la visibilité, elle est à 6K ou bien elle est toujours en HD ou d'accord. C'est pas moi. Personne n'a dit que Fayet n'a pas eu son apport. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas uniquement Fayet. Non, c'est uniquement Fayet. C'est Fayet et son staff. On n'est pas d'accord, on ne sera jamais d'accord. Donc continuons. Bonjour à tous, bienvenue sur Contrôle Pass. Aujourd'hui, nous parlerons des transferts hivernaux et ensuite on fera une sorte de bilan des éléphants de Côte d'Ivoire et par la suite on va parler aussi de la CAN à venir, spécialement du groupe des éléphants. Donc asseyez-vous, posez-vous et regardez cet échange que j'aurai avec mes gars sûrs. Anissé, c'est comment? Ça va bien Stéphie, je dois... Tranquille, ça va. Et toi? Super. Je suis très heureux d'être là encore une gars nouvelle Augustin. fois. J'espère qu'aujourd'hui, il y aura de la contradiction à gogo, à volonté. Ça dépend. En tout cas, ça promet. On est là pour les polémiques, pour se dire des vérités. Et on n'est pas là pour faire genre association auprès d'un joueur ou d'un sélectionneur. On est là pour parler football, pour parler terrain. Et c'est ce qui compte. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais la dernière fois, il y a eu à chaque sujet, il y avait des contradictions de votre part, de part et d'autre. J'espère qu'il y en aura à gogo aujourd'hui, j'espère. Entre vous deux, Anissé. C'est mon confrère qui n'est pas toujours d'accord sur certains points, alors que ça paraît. On verra. C'est ce que tu nous proposes, c'est dont on va discuter. Ok, donc aujourd'hui, le programme il est clair. Donc on va parler des transferts des Ivoiriens, c'est-à-dire des principaux, des titulaires ivoiriens qui ont bougé un peu cet hiver. Et puis aussi, une sorte de bilan. Parce que, mine de rien, ça fait plus d'1 an que Fayet Mess a pris les rênes de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, on va parler de cette équipe-là, de son apport aussi. Et puis, à la fin, parler du groupe de la CAN, la CAN marocaine. On va parler un tout petit peu de nos adversaires et puis on va terminer cette vidéo. Ok, donc premier sujet déjà, les transferts. Donc le premier homme, c'est Agbadou. Réaction. Je laisse mon confrère commencer. tu vois, après ça me contredire. Non, mais Agbadou, je pense que c'est un bon move qu'il a fait. Je pense que c'est un bon move. Et... Donc, juste pour rappeler, c'est que Emmanuel Agbadou, qui était au stade de Reims, c'est ça? Ouais. Actuellement, il joue à Wolverhampton. Ouais. Championnat anglais. Et il a signé jusqu'en juin 2029. Donc, voilà, juste pour rappeler le contexte. C'est ça. Ce que je disais, c'est que c'est un bon move. Il est allé dans un championnat un peu plus compétitif, en tout cas par rapport à la Ligue 1. Et puis, j'ai regardé ses premiers matchs. Bon, je pense que pour le moment, il essaie de prouver tant qu'il peut.
Et puis, je pense qu'il est sur la bonne voie. Il est bien dans ses matchs. Dans ces matchs, il fait de belles performances. J'espère en tout cas que ça va continuer. C'est vrai que souvent, c'est un peu brouillon, mais je me dis que en tout cas, pour son niveau actuel et puis pour le challenge également qui l'attend, il pourra relever ce défi-là. Brouillon. Oui, moi c'est dur, hein. Je t'ai dit que je trouve qu'il est performant quand même, mais quelque peu brouillon. Oui, il y a des fois où ses défenses en fait sont quelquefois, c'est pas quelques petites fois où c'est pas réfléchi. Où il va avec où il va avec il va avec les muscles. D'accord. Mais pas forcément avec tu vois un peu. Et par exemple, je sais pas, c'était contre quel club il a fait. En tout cas, il a bien défendu dans la sphère de réparation, mais il suffisait que le joueur soit un peu malin pour créer un penalty, en fait. C'est juste que parce que le joueur n'a pas soit voulu mettre le pied devant lui, ou bien n'a pas voulu tomber, donc c'est passé. Parce que souvent, il vient tellement fort qu'il peut provoquer des penalties. Je pense qu'il est performant, mais il a encore... Des marges de progression. Des marges de progression et surtout s'adapter aussi à la première ligue. Ah, ok, d'accord. Donc, je ne dis pas qu'il n'est pas performant. Comme je le disais, il est performant, il fait de bons matchs. Augustin te regarde. Mais quand même, quelque peu brouillon. On connaît. Augustin Toréal, on connaît. Non, mais lui, il n'est jamais d'accord avec moi. Il n'a jamais réagi. Augustin réagit. Il va vouloir me Qu'est-ce que tu contredire, penses déjà tu du vois. transfert d'Agbadou du stade de Reims à... Bon, je vais réagir en répondant à mon confrère. Il te pose une question. Pourquoi ça on est là pour discuter. Non. Écoutez, discuter. Écoutez, le temps nous est imparti. Vous-même, vous le savez. Oui. Je pose une question. Je veux pas déjà que vous soyez dans la contradiction déjà. Donc, déjà, réagissez sur son transfert du stade de Reims à Wolverhampton. OK. D'abord, OK. Augustin. Bon, je vais réagir sur le transfert, mais je dois également répondre aussi. Déjà, Agbadou, quand il quitte Reims pour Wolverhampton, pour certains, pour l'opinion publique, c'est que c'est la seule offre qui était sur la table. Loin de là, il y avait beaucoup de clubs allemands qui étaient sur lui, notamment Francfort, qui étaient déjà sur lui et tout, mais seulement qu'ils n'ont pas donné le prix qu'il faut, le prix à laquelle, comment dirais-je, le stade de Reims le valorisait et tout. Donc, c'était donné au plus offrant, au fait, tout simplement. D'accord. Sinon, s'il y aurait eu une offre beaucoup plus compétitive que celle de Wolverhampton, au fait, ils allaient l'envoyer tout simplement ailleurs. Je sais qu'également en Première Ligue, il y avait aussi Tottenham qui était là-dessus, même si, voilà. Ils ont préféré Danso? Oui, ils ont préféré par la suite Danso et tout. C'était l'un des deux, soit Danso à Tottenham, soit c'était Agbadou à Tottenham et tout. Donc voilà, rejoindre Wolverhampton, Wolverhampton aujourd'hui, ça joue les dernières places en Première Ligue. Tu dois défendre quoi, t'es plus dans une équipe qui a tout le temps la possession, mais plutôt une équipe qui est là, qui va beaucoup défendre et tout, et tes qualités défensives au fait vont être beaucoup plus mises à l'avant. Donc si tu fais des erreurs directement, on va tomber sur toi. Et pour revenir à ce que mon confrère disait tout à l'heure, qui n'est pas réfléchi, qu'il est assez brouillon, moi je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas réfléchi ou bien mais tu as dit qu'il est brouillon. J'ai dit quelquefois. Tu as dit quelquefois qu'il est brouillon. Oui. Et je tiens à le préciser ici, et je le dis haut et fort. Agbadou, au fait, s'il est là actuellement, présentement, durant la première partie de saison, et je remonte encore plus loin, durant toute la saison dernière, au fait, c'est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Après Marquinhos et puis Pacho, depuis le début de la saison, c'est lui le troisième meilleur défenseur de Ligue 1. Si vous prenez toutes les statistiques avancées, entrez dans les datas, au fait, c'est l'un des joueurs, l'un des défenseurs, au fait, qui répondait le plus présent, tant dans l'impact, tant aussi dans la relance. Même si mon confrère n'est pas totalement qu'est-ce que tu veux dire d'accord avec moi. Oui. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui fait de bons choix. Il peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Et ce poste de défenseur central, on sait bien que tu arrives à maturité, limite après la trentaine. Mais c'est ce que je dis, qu'il a encore une marge de progression, qu'il est quelquefois un peu brouillon dans sa défense. C'est ce que je dis. Le thème me gêne.
Stéphie, continue. Ok. Parce que je pense que là, spécifiquement, si on veut passer le dossier à Gbadou, on fera peut-être 2 heures ou 3 heures, c'est sûr. Le thème brouillon me gêne. Bon, ça me gêne. Moi, je pense que déjà, il fait ses classes. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce qu'il peut évoluer dans l'axe médian aussi, en tant que 6. Ou sur le côté. Et il a des transversales précises, tu vois. Il a une qualité de passe et dans sa manière de défendre, il s'améliore. Moi, je trouve qu'il fait ses classes, parce que du WAC, après FC San Pedro, après Tunisie, Monastir, après KS Eupen en Belgique, Stade de Reims, Wolverhampton. Moi, je pense qu'il est l'un des rares joueurs qui fait ses classes. Parce que très généralement, dès qu'il y a une grosse offre qui arrive ou il y a quelque chose qui arrive, bon, après aussi, on ne sait pas s'il y avait... En fait, moi, je pense que ce joueur-là, s'il avait de bons agents, et les bons contacts qu'il faut, il n'aurait pas signé tout simplement. Non, mais après, c'est ce que Stéphie dit. Tu vois, il fait ses classes parce que... Non, le but n'a pas vraiment de jouer dans un grand club. En fait, tu vois, la thématique que tu as employée tout à l'heure, il est brouillon là, moi, Non, en fait, je comprends un peu Augustin dans la mesure où, quand il fait ses classes, moi, je pense que, sincèrement, il aurait pu sauter peut-être... Voilà. Deux clubs, 2 paliers par exemple, parce que quitter par exemple du Stade de Reims pour aller dans une équipe qui est facilement européenne par exemple, qui joue l'Europe, tout ça, moi je pense qu'il pourrait s'inscrire Stéphie, sans te couper honnêtement, on voit Chelsea jouer aujourd'hui. Je ne vois aucun défenseur de Chelsea qui soit meilleur que Agbadou actuellement. Même ma mère coupée. Donnez-moi un seul défenseur de Chelsea. Chelsea n'a pas fait d'offre pour Agbadou. Même si Chelsea n'a pas fait d'offre, c'est pour mettre en évidence ses qualités. On voit des joueurs. On a vu Pépé ici. En fait, on a vu Nicolas Pépé ici. On a vu aussi Eric Bailly. Quand le standard s'est élevé aussi. Après, il faut équilibrer les choses. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On l'a vu. Eric Bailly, on connaît ses carences. On savait que c'est tout simplement qu'il n'était pas professionnel. Et Pépé, n'était pas professionnel. Dans sa carrière, de manière générale, il n'était pas sérieux. Non, mais... Bailly était sérieux. Non, mais attendez. Moi, en tout cas, de la manière dont j'observe la chose, pour vous donner mon point de vue, c'est que après, Agbadou, c'est un joueur qui a les qualités aujourd'hui pour jouer dans un club qui est européen. Ça, on est d'accord. Oui. Et dans des grands clubs qui sont en train de rechercher la hauteur, à l'instar de Chelsea, Tottenham, tout ça, il peut jouer. Mais n'oublions pas qu'on a eu des joueurs qui ont servi d'exemple dans la mesure où, quand le niveau est monté un tout petit peu, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, après, on est confiant qu'il peut jouer. Maintenant, on attend de le voir, vous voyez. Tu vois, par rapport à ce qui se fait actuellement dans les top clubs européens, au fait, je ne trouve pas que Agbadou soit moins fort que ces gars. Mais au contraire, il est encore meilleur que ces gars. Je donne l'exemple de Chelsea là. Je prends encore l'exemple de Manchester United. Il est meilleur que 3/4 des défenseurs de Manchester United, au fait. Même à City, au fait, si on prend en termes de qualité défensive pure, il intègre, au fait, cette équipe. Après, Pep va lui demander des choses totalement différentes. Il y a des équipes aujourd'hui dans lesquelles il vient, il s'impose au fait. Oui, bien sûr. Bon, il s'impose. Mais après, c'est juste que de manière générale, nos joueurs africains ne sont pas assez valorisés. C'est bien sûr. Ça, quelque chose que je dis. Et puis aussi, ils ne sont pas bien entourés. Voilà. Bon, ok, on va chuter sur le cas Agbadou. En tout cas, on lui souhaite le meilleur et qu'il progresse, qu'il joue dans de top clubs et qu'il revienne en équipe nationale pour encore monter plus haut. Donc, Seko Fofana à Rennes jusqu'en juin 2029. Réaction, impression. Qu'est-ce que vous en pensez? Polémique. Polémique. C'est vrai? Pourquoi? Moi, je vais parler vite fait. Ce transfert-là, c'est bien qu'il revienne déjà en Europe. Seko Fofana, s'il est revenu à Rennes, est-ce que c'est un contexte dans lequel il faut être actuellement? Rennes, est-ce que c'est un club dans lequel il faut être actuellement? Je ne pense pas que ça soit forcément le bon choix. Et ça n'engage que moi, au fait. Et je suis assez clair là-dessus parce que tu avais l'opportunité, entre-temps, de jouer la Ligue des Champions avec ton club et tout. Et tu avais aussi l'opportunité d'aller dans des clubs beaucoup plus huppés. Tu as pris la décision d'aller toucher le
gros contrat, alors que le gros contrat, tu peux l'avoir dans 2-3 ans et tout. Bref, tu fais ce choix, tu reviens en Europe. Moi, j'ai suivi, dès qu'il a été transféré, ils ont joué Marseille dernièrement. C'est chaud physiquement. C'est pour cela que je disais polémique tout à l'heure. C'est vraiment chaud. Où est la polémique? C'est vraiment chaud physiquement pour lui. Non, mais c'est clair que c'est chaud pour lui parce que voilà, ce sont pas forcément les mêmes championnats et puis il n'était pas forcément vu comme il était. Après, je trouve déjà que c'est bien qu'il revienne en Europe. Il aurait pu faire peut-être d'autres choix, mais après, je pense qu'avec le niveau actuel qu'il a et du fait que voilà, il n'a pas été forcément mis en avant, mis en vue ces dernières années, du fait qu'il est allé de l'autre côté et tout ça. Donc, c'est déjà bien de revenir en Europe et puis voilà, de jouer après les détails de son contrat et puis l'avenir, tout ça, tout ce qu'il y a eu comme tension avec son ancien club, parce qu'il était membre de... Excellence. Lance. Ouais, les tensions qu'il a eues, tout ça avec... Bon, après... il y a eu des tensions? Ouais, il y a eu quelques tensions quand même, hein, je pense. Ah bon, moi, j'ai pas eu écho de ça. De toute façon... Il y a eu quelques tensions. Moi, j'ai pas eu écho de ça. Tu parles de son départ qui a été... Non, pas de son départ, forcé, c'est ça? de sa venue, surtout, de lorsqu'il est revenu. Le fait que son retour en France ne soit pas à Lens et que ça soit à Rennes. C'est encore OK. Je sais pas si vous n'avez pas vu un peu... Moi, j'ai pas suivi. Ouais, ça fait un peu jaser là-bas. Donc, c'est un peu ça. Après, bon... Je pense que c'est quoi a fait quand même, ça n'engage que moi, mais peut-être qu'il a déjà fait ses meilleures années en tout cas en tant que footballeur et que voilà. C'est qu'au 28 ans, 29 ans, déjà ses meilleures années. Ah, mais 28 ans, 29 ans, il va avoir bientôt la trentaine. Et écoutez, il vient d'un championnat où il n'était pas forcément vu. Cher confrère, que veut dire l'âge encore dans le football aujourd'hui? On sait qu'il y a Cristiano Ronaldo qui a 40 ans, qui fait ses 40 ans et qui a encore marqué plus de 40 buts. En fait, moi, je pars du principe où, si on prend les échéances en vue, c'est que Fofana, tu as 28 ans avant d'aller à Al-Nassr. Sachant que dans 2 ans, tu jouais une CAN. Mais ça, c'est un choix déjà passé. On ne va pas revenir sur ça. Tu joues aussi la Coupe du Monde dans 2-3 ans. On parle de son retour à Rennes. En fait, moi, c'est comme ça, moi, je réfléchis. Quand je prends un transfert, je prends le joueur, je prends sa carrière, je prends aussi la sélection à laquelle il est affilié. Tu sais que tu as, l'une des pièces maîtresses de cette sélection, bref, on va revenir sur ce débat tout à l'heure, de la sélection. Il faut qu'on fasse vite, parce que si vous éternisez sur les transferts, on donne les impressions. J'ai l'impression que veut à chaque fois me contredire, même si je n'ai pas de sujet de contradiction. Non, juste de manière générale, moi je dis que au vu des échéances prochaines, pourquoi aller se mettre dans un boubier et par la suite se retrater? Tu voulais qu'il revient. Mais il avait des offres, il pouvait... Non, mais après aussi, moi je réponds à ta question. On sait que le football maintenant, les gens c'est comme aller au bureau. On va au bureau pour gagner sa vie aussi. Oui, c'est vrai, mais... Non, mais Augustin... Il y a ce facteur-là aussi. Moi, je dis... Premièrement, il avait les offres en Angleterre. Il n'a pas voulu y aller. Il avait aussi le PSG qui était là, en fait. Il n'a pas voulu partir, en fait. Physiquement, ce n'est pas ça. Et puis, tu veux qu'il aille dans un club anglais? Non, moi, je ne parle pas de là, mais du moment où il quittait... Ça a déjà passé. Il a fait son choix pour l'argent. Tout le monde le sait. Laisse ça passer. On parle de ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais levé, je n'ai jamais dit ça. Mais tu le penses. Je n'ai jamais dit ça. Tu le penses. Bon, en tout cas, moi, de mon côté, le fait qu'il revienne en France, tout le monde sait que c'est un championnat assez physique. Assez physique. Je dis, c'est bien pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il va regagner comment on appelle... Il va gagner son niveau physique. Oui, son niveau physique en forme. Donc, voilà. Et puis, j'espère que... on parlait de son âge tout à l'heure. Il a 27-28 ans. 27-28 ans, c'est là que tu as ta maturité dans ton football. C'est là que tu produis
ton meilleur football. Bon, après j'espère qu'en regagnant sa forme physique, que, il va dérouler par la suite. En tout cas, on lui souhaite tout le meilleur à Rennes. Bon, là, maintenant, on passe à Opéry et Ghislain Conan. Opéry qui est en Turquie et Ghislain Conan qui est en D2 à Burgos. Bon, je ne sais pas si je prononce bien. Donc, Opéry, on transfère jusqu'en juin 2028 et Ghislain Conan jusqu'en juin 2025. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, parce que c'est deux postes concurrentiels. Bon, c'est un poste concurrentiel. Oui. Et on sait actuellement que les deux préférences de Faye sont Opéry et Ghislain. Ghislain revient dans la course en regagnant un club. Donc là, qu'est-ce que vous en pensez de ces transferts? Bon, moi, je pense que déjà pour Ghislain, le plus important, c'est qu'il joue, c'est tout. Qu'il ait du temps de jeu, qu'il reprend le rythme d'un footballeur professionnel, tout simplement, qu'il joue régulièrement. Et c'est le plus important pour lui parce que dans ce rôle avec la sélection nationale, ça va lui faire du bien. Il revient en sélection, il va revenir certainement aussi en sélection et tout. Très content pour lui, vraiment. Opéry aussi, d'un autre côté aussi. Un club. Voilà, genre quitter Havre, aller dans un autre championnat qui est beaucoup plus compétitif avec une équipe qui est beaucoup plus compétitive que le Havre, au fait, ça promet, quoi. C'est bien de pouvoir aussi changer quand tu sais que voilà, derrière, le coach ne te fait pas forcément confiance, tu es dans des situations compliquées, passer ailleurs, c'est mieux, quoi. Faut pas rester sans jouer, quitte à descendre d'une division et tout. Ce que je pense en tout cas, c'est que c'est très bien pour l'équipe nationale déjà, que les deux aient du temps de jeu, que les deux jouent. Après, je pense que si on veut être concret aujourd'hui, on a eu le débat plusieurs fois sur Ghislain Conan, mais je me dis que de la façon dont les choses avancent, il risque de passer en second derrière Opéry. Ah bon, on a encore une année. Bon, tu veux parler là des matchs qui vont venir en mars bientôt là Des matchs qui vont venir de la CAN. Tu parles de l'échéance de la CAN. Oui, tout ça, ouais. Je ne pense pas en tout cas, parce que je me dis, de la manière dont MS Faye joue et aussi des deux profils, je pense que Ghislain Conan dans la tête de MS Faye, s'il a du temps de jeu, il sera toujours devant Opéry et tout. Bon, moi, j'ai un avis contraire de vous deux parce que je pense que c'est deux profils qui sont différents. Moi, par exemple, je pense que dans un match où il faut vraiment bétonner, défendre, Ghislain Conan faire les efforts physiques, après, Ghislain Conan serait intéressant. Maintenant, si on est dans une formule, dans un 3-4-3 où il faut utiliser un piston défensif, ouais, je te comprends. Après, me dis que Opéry serait intéressant. Mais Opéry, ce que les gens oublient, c'est qu'il a une manière différente de défendre par rapport à Ghislain Conan. Lui, il n'est pas au corps à corps. C'est pas le monsieur qui va te faire les tacles, non. C'est beaucoup plus intelligent que ça. Tu veux dire que Ghislain Conan n'est pas intelligent? Non, j'ai pas dit ça. Pourquoi tu fais ça? Tu aimes les polémiques? Il aime les polémiques, lui, là. Tu t'es réveillé comment? En fait, quand j'ai observé ces dernières confrontations, c'est que Opéry, il ne va pas aller au corps à corps parce qu'il a un petit gabarit. Donc, lui, tout de suite, il cherche directement le ballon. Donc, il peut te laisser prendre le large, mais compter sur sa vitesse et revenir te faire obstacle. Pas forcément dans le 1 contre 1. En tout cas, je pense que c'est deux profils différents qu'il faut utiliser. Après, ça dépend de la posture aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Parce que tu vois un peu, ça dépend de notre posture aujourd'hui. Et aujourd'hui, clairement, quand l'équipe de Côte d'Ivoire vient sur un terrain de football, c'est pour produire du jeu. Ce n'est pas forcément pour défendre. Je ne sais pas si tu vois, à cause de notre statut actuel. C'est pourquoi je dis, Ghislain Conan risque de passer derrière, en second, derrière Opéry, parce qu'on vient sur le terrain pour produire du jeu, pour prendre le dessus sur l'adversaire. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, je pense qu'on peut jouer un football égal à égal avec n'importe quelle nation africaine. Du coup, on n'a pas d'intérêt à venir défendre. Donc, tu entends par là que Ghislain Conan, dans une perspective où il faut construire, faire des passes progressives, il ne peut pas être l'élément
prépondérant pour... Oui, exactement. Et que Opéré est beaucoup plus apte, en tout cas dans ce type de profil-là par rapport à Jocelyn Koné. Ok, on verra disons, les confrontations à venir. Bon, je sais que l'autre, il sourit, il veut te répondre, mais on n'a pas le temps, mon gars. On n'a pas le temps. Il veut toujours me répondre. Le but, ce n'est pas de me répondre. Mais je ne suis pas d'accord face à Wilfried Zaha à comment on appelle ça Wilfried Zaha à Charlotte FC. En MLS? Parce que moi, j'ai pas compris, honnêtement, toute Qu'est-ce que vous en pensez? Gymnastique, là, ça a été... Réaction. De toute façon, on n'a pas encore trouvé le suspect de celui qui a mis l'huile sur son riz jusqu'à présent. Donc, en termes de transfert, moi, je pense que, voilà, c'est bon, quoi. Genre, c'est aux États-Unis, voilà, pas tout touché. Genre, j'ai l'impression que personne, il n'y a plus d'intérêt pour sa personne. Non, mais en fait, moi, j'ai pas compris. C'est pas ça. Je sais pas, vous oubliez Wilfried Zaha comme ça? Non, c'est pas qu'on l'oublie, Wilfried Zaha. En fait, le but, il y a des choses... Parce que j'ai même pas compris son... Genre le fait qu'il parte de Galatasaray à... Non, pas ça, mais... Tout ce qui s'est passé à l'OM, j'ai pas compris en fait. À l'OL. Okay. En fait, je n'ai pas vraiment compris. Déjà, le joueur même, son attitude, et puis j'ai pas... En fait, je prends le soin de t'expliquer. Il faut comprendre que l'OM, Crystal Palace et puis Botafogo, un club... Je parle pas du transfert. Je parle pas du transfert. Oui. Parce que moi, j'ai vu des matchs de Wilfried Zaha. Non, je parle de son attitude en fait. Où son joueur perd le ballon ou bien on ne lui fait pas la passe. Il s'énerve. Mais ça, c'est un comportement qu'il a depuis. Non, oui, mais pas... Il avait ça à Crystal Palace, mais pas autant en fait. C'est comme s'il y avait des frictions entre lui et puis le management. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. En fait, le contexte est totalement différent pour ceux qui nous suivent aussi. À l'OL, au fait, déjà, c'est pas le choix du coach. C'est un choix du président du club et tout. Et quand il est venu, au fait, le coach ne l'a jamais mis dans de bonnes conditions. Et également, avec les coéquipiers, le truc, ça ne passait pas aussi parce que, bon, genre, il n'était pas du tout intégré. Lui aussi, il avait ces trucs parce qu'il était venu un peu en méforme. Il faut savoir que ces trois clubs-là, au fait, appartiennent à un même groupe et tout. Et maintenant, c'est juste une question de... Ok, on l'a prêté à Galatasaray. Après, Crystal Palace le récupère. Vu que Crystal Palace appartient au même propriétaire que Lyon, en fait. Il l'a envoyé à Lyon. Vu que lui, il se dit, il faut que je puisse augmenter mon effectif à Lyon pour que, voilà, on puisse jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et tout. Le coach en place, qui était en place autrefois, n'était pas forcément d'accord avec ce mouvement et tout. À la dernière minute, on l'envoie et tout. Le coach n'avait pas dans ses plans. Il a dit, il ne veut pas le faire jouer. Donc, quand le président est là, il est obligé de s'imposer. Tu le fais jouer. C'est un joueur du club et tout. Parfois, on le met sur le terrain pour le mettre, quoi. Genre, c'est juste des bouts de match. Et même si on te met pour te mettre... Est-ce que tu regardais en fait les matchs? Je ne sais pas si tu regardais. Oui, je comprends. Non, peut-être que tu as juste l'actualité, mais est-ce que tu regardais les matchs? Tu regardais l'attitude de Zaha? Oui, en fait, un professionnel ne peut pas avoir cette attitude-là. Genre sur un terrain avec ses coéquipiers, quoi. C'est en gros, quelqu'un qui veut jouer pour lui-même. Et ça, moi, parce que le football, quand même, c'est un jeu collectif. Il faut ça aujourd'hui en forme, l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est une aubaine pour nous. Ouais, mais après aussi, il faut voir l'attitude aussi du joueur, en fait. C'est vrai, en fait, le fait parce que ce n'est pas forcément, faut pas forcément mettre la faute sur les autres. Après aussi, il faudrait qu'il prenne sa part de responsabilité. Bon, donc, est-ce que Wilfried Zaha a encore un avenir au sein de la sélection ivoirienne aujourd'hui? Ça, c'est une belle question parce que... Moi, je pense que oui, hein. Je pense que oui. Il a toujours... moi, je pense qu'il a toujours un avenir. Hein. Après, il faut être dans la meilleure forme pour pouvoir regagner cette équipe-là. Et aussi, il faut compter sur la méforme d'autres ailiers pour pouvoir te faire une place. Par exemple, si Wilfried Zaha était super en forme actuellement, il allait peut-être gagner du terrain sur, comment on appelle, Adengra, par exemple. Peut-être. En tout cas, pour le moment, il n'a pas... Et on lui souhaite vraiment de regagner un projet
j'utilise trop regagner. Pourquoi voilà, d'être dans un projet où il va bien se sentir, où il va performer. Bon, on va passer au second chapitre. Là, on rentre dans le bilan des éléphants. Moi, déjà, pour aborder ce bilan-là, j'aimerais vous poser une question bateau que les consultants sur les chaînes de télé ont l'habitude de poser. C'est la suivante, c'est que est-ce qu'on peut dire que Faye Emers, le manager des éléphants de Côte d'Ivoire, a une patte aujourd'hui, il a une empreinte, il a une signature? Anissé, qui commence pour se faire contrecarrer? Augustin? Tu vois, quand tu fais ça, Augustin a l'impression qu'il est obligé de me contredire. Alors que tu es d'accord avec moi. Parlons de si. Vous êtes... Allez-y, ok. Une patte de Payet, de Faye. Est-ce qu'il y a une empreinte, une signature, genre qu'on voit déjà sur l'équipe, quand l'équipe s'exprime, par exemple? Pour te répondre honnêtement et concrètement, une patte, une signature, aller jusque-là, je dirais que non. Je dirais que non. Par contre, il y a eu des matchs où, je me souviens, on avait même fait un podcast où je te disais que j'avais bien aimé le jeu des éléphants, qu'ils avaient pratiqué un très bon football et tout ça. Football bio. Le football bio. Bon, bref, on va pas revenir sur ça. Mais okay. Voilà, ils ont fait de très bons matchs. On a senti une certaine différence. Mais aujourd'hui, concrètement, quand on prend le bilan, de façon générale, je pense encore qu'aujourd'hui, Faye est encore en train de tester certaines choses. Je pense encore qu'il est en train de tester encore certaines choses et qu'il peut-être n'a pas encore vraiment trouvé peut-être le jeu, bien l'empreinte en tout cas qu'il veut laisser sur la sélection. Ok. Donc pour ne pas être lent, il faut rappeler que ça fait plus d'un an, un an et combien de semaines. Après c'est la donc sélection. C'est pas évident parce que tu n'as pas beaucoup de matchs, tu vois pas tout le temps ton équipe. Exactement ça. Donc ça doit prendre du temps. Bon, quand on parle de signature d'un coach sur une équipe, moi je ne vois pas que le terrain. Déjà, au fait, est-ce que les joueurs, au fait, la sélection de manière générale est à l'image du coach en termes de personnalité qui est montrée sur ce terrain-là, au fait. Et sur ce, moi, je dirais oui. On sent une réelle signature de sa part dans le sens où, déjà, en termes de personnalité, aussi en termes de patriotisme, il y a eu un avant et un après Faye, au fait. Parce que quand je parle de l'avant, ça s'est plus fait ressentir à la CAN, ça jouait beaucoup plus avec la peur, avec la boule au ventre, avec beaucoup de pression et tout. Mais avec l'arrivée d'Emers Faye, au fait, on sent que malgré la peur, cette pression, au fait, l'équipe encaisse beaucoup mieux cela. Et ça les emmène à être beaucoup plus relâchés quand même sur le terrain, jouer avec beaucoup plus de personnalité. On porte la Côte d'Ivoire. Genre, tu sens que dans les duels, dans l'engagement, en fait, tu sens que les joueurs portent la Côte d'Ivoire, en fait. Ils portent cette nation-là. C'est pas en mode on vient jouer, on est là pour jouer, quoi. Genre, non. Mais tu vois qu'il y a eu un avant et un après cela, de manière générale sur le terrain et tout. Et également en termes de tactique, de point de vue du jeu, tout simplement, tactique et autres. Petit à petit, on voit des choses qui sont mises en place. Certes, il y a des choses qui sont pas forcément bien faites et tout. Mais on parle de sa signature concrètement, Jean. Aujourd'hui, par exemple, si tu prends un club comme... un club dirigé, par exemple, par Pep Guardiola. Non. Restons sur les sélections parce que les clubs, en fait, ils ont l'habitude. Je parle en fait de signature. Signature. Quand tu prends un entraîneur et puis tu prends le club, tu sens tout de suite la signature, en fait. Ce que la philosophie du coach, ce qu'il veut, le jeu qu'il veut pour son club. C'est dans le sens là qu'on parle de signature. Et ça, aujourd'hui, on ne l'a pas. Toi, tu me prends Guardiola. Guardiola, sa première année, si on prend... Oui. C'est un exemple que je prends. Mais c'est ce qu'on dit. Pour le moment, tu me parles d'une année, c'est ce qu'on te dit. Pour le moment, il n'a pas eu beaucoup de temps pour expérimenter les choses, pour avoir cette empreinte-là sur l'équipe. On parle du jeu. Toi, tu sors de... Tu parles du côté général.
il faut savoir que les éléphants ont eu cette... Bon, là, il allait rebondir, hein, parce que je lui demandais, il dit tactique, qu'il y a des choses, mais il est en train d'expliquer. Puis, non, mais ce qu'il est en train de dire, c'est juste il est en train de nous rejoindre petit à petit. Il est en train de nous rejoindre petit à petit, parce que ce qu'il disait, c'est que... Mais bon, toi, j'ai l'impression que tu as un problème avec l'argumentation de Jean-Augustin. J'ai pas un problème. J'ai l'impression que le fait qu'il parte, peut-être, depuis je sais pas, Bongouanou, il passe par il faut comprendre que le football, c'est pas juste le terrain. Non, mais je ne suis pas d'accord. Déjà, pour te contredire, quand tu parles de quand Faya est venu... Bon, oui, tactique. On parle de tactique. Bon, tactique maintenant. C'est une prise de conscience déjà... C'est une prise de conscience collective, en fait. Déjà que les éléphants jouent de cette façon. Ils étaient déjà au but. Tactique. Ça, c'est... S'il te plaît. Ça, c'est venu avec MS Mike. C'est venu avec lui. Non, c'est venu avec... Bon, c'est que moi, il me lève bien mauvais. Moi, il me lève bien mauvais. Ça venait avec plusieurs prises de décision. Non, je ne suis pas d'accord. Écoutez, Jean, tu disais qu'il y a eu un avant et un après Faye. Oui. Et que on sent déjà que Faye a son aura sur cette équipe-là. Oui. Pas sur le terrain, mais dans sa manière de porter ce maillot. Oui. Donc, ok, maintenant tu en venais à la tactique, n'est-ce pas? D'accord. Et qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. C'est quoi ces choses-là? En fait, quand je disais, il faut comprendre que... T'inquiète, tu vas lui répondre. Il faut comprendre que le poids d'un maillot en sélection pèse plus lourd que le poids d'un maillot en club. Franchement, parce que tu portes toute une nation. Alors qu'en club, tu portes peut-être une ville, juste un rassemblement de quartiers. Maintenant, si on en vient au terrain, du point de vue tactique, au fait, on voit les idées que Fayet veut mettre en place. À chaque fois, quand moi je regarde Fayet sur certaines séquences et tout de jeu, tu vas voir une équipe qui joue en 4-1-4. Bah, c'est lui qui apporte ça. La Côte d'Ivoire ne jouait pas comme ça. Non, mais il a essayé combien de... Il a essayé plusieurs systèmes de jeu. Il n'a pas encore trouvé le système phare. Il est en train de chercher encore. Quand on parle de pattes, ça ne veut pas dire que le gars ne va pas essayer. Non. Il essaye, il innove justement. Et au fil du temps, au fil des matchs, au fait, il essaye d'apporter une certaine nouveauté, intégrer de nouveaux joueurs. La dernière fois, je suivais son entretien et tout. Il disait que voilà, il travaille avec une liste beaucoup plus élargie de 80 joueurs qui peuvent être sélectionnables. Et après cette liste-là, il le réduit à 50 et après à 30 et après il sort la liste des 26. Donc tout ça en fait... Mais ça, tous les coachs le font. Non. C'est pas forcément... Si. Mais il est en train de déstabiliser. C'est ça. Non. Donc, quand moi je reviens au terrain, on voit déjà que dans ce qu'il demande à chaque joueur, c'est beaucoup plus précis. Ce qu'il demande à chaque joueur, par exemple, son milieu de terrain, par rapport au précédent, ça tourne beaucoup mieux. Même si je ne suis pas d'accord avec le positionnement de certains joueurs, suis mon regard, de certains joueurs et tout. Donc, moi, je trouve que Aimé Fayet, depuis qu'il est là, dès les premières minutes, moi, j'ai senti, en tout cas, d'un regard extérieur, cette patte-là et cette signature qui est là. Tout n'est pas encore parfait, mais il y a un travail de fond qui est fait et il faut rendre à César ce qui est à César, tout simplement. D'accord. Déjà, personne n'a ignoré le fait que Fayet apporte un apport sur l'équipe nationale. On est tous d'accord là-dessus. Ce dont on parle concrètement, c'est la patte, sa signature sur l'équipe nationale. La question, c'est aujourd'hui, la signature Fayet est-elle visible sur le jeu des éléphants? Aujourd'hui, j'ai répondu tout à l'heure, j'ai dit oui. Je pense que quelque part, vous rejoignez. Parce que lui, il fait savoir que Fayet est en train de mettre quelque chose en place. Aujourd'hui, si je te demande par exemple, aujourd'hui, si on prend le Barça, on sait que la philosophie de jeu... Mais moi j'aimerais pas que vous preniez les clubs. Non, c'est ça. Moi, je suis pas d'accord avec... les équipes nationales. Je ne vais pas prendre le club. On parle de signature. Donne-moi une sélection. Tu te dis, ils ont telle signature de jeu en Afrique. Le Maroc. Ok, donne-moi la signature. Le type de jeu, c'est simple. Conservation de balle, possession.
conservation de balle, possession. Il n'y a pas de... Parce que la signature, c'est ça. Qu'est-ce que le club veut? Est-ce qu'on joue en transition rapide? Est-ce qu'on joue possession de balle? Est-ce qu'on joue bloc bas? En fait, c'est sa philosophie. Quand on prend le Maroc aujourd'hui, c'est possession de balle, contrôler l'adversaire, épuiser l'adversaire et puis marquer des buts. Donc, depuis que Emes est là, tu ne peux pas dire que voilà, je sors de 3-4 matchs au fait consécutifs, je sais ce qu'il a essayé de mettre en place. Moi, pour répondre à ta question, c'est que déjà, on sent que depuis le repositionnement de Seri devant la défense, les relances sont plus assurées, c'est plus propre à la sortie de balle. Donc déjà, mais dès qu'on arrive dans l'axe médian, pour élaborer des petites combinaisons, des 1-2, des mobilités, des circuits de passe, là encore, c'est un chantier qui reste à travailler. Oui, parce que le joueur qui est censé être là pour faire le travail ne fait pas son travail, c'est tout. Si je cite un nom ici... Mais on est pourquoi arriver là-bas? C'est ça. Ah ouais. Vas-y. Tu es pas de qui? Vas-y. Tu es pas de qui? Pardon, Ok, il n'y a pas de problème. Donc déjà, moi je pense que déjà... avoir la volonté... Toi, tu penses qu'il y a sa signature, sa signature est visible sur le jeu ou pas? Moi, je pense qu'il est en train de la travailler. Mais c'est ce que je dis. Il est en train de la travailler, mais pour le moment, elle n'est pas encore visible. Là, on dit peut-être tous la même chose parce qu'il est en train de la travailler. Moi, ce qui est plus visible dans sa palette, c'est le contre-pressing qui m'impressionne, moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu joues avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Tu vois que dans l'entrejeu, dès qu'ils perdent le ballon, tout de suite, ils commencent à courir. C'est-à-dire que dans la zone où ils l'ont perdu, là, tu vas voir les 3-4 joueurs en train de presser pour récupérer le ballon. Ça, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Quand on regarde les premiers matchs à la CAN, par exemple, avant qu'ils ne prennent la sélection et tout, on voit que c'est une équipe qui ne sait pas quoi faire avec le ballon. Bien sûr. On prend le ballon, on est là au milieu de terrain, on tourne, on retourne sur soi-même, les joueurs retournent sur soi-même. Ils perdent le ballon, on ne sait même pas s'il faut presser haut ou bien redescendre médian. Mais avec Fayet, au fait, dans la plupart des matchs, tu le vois, ça c'est déjà une signature. Les sorties de balles, on le voit, c'est clair, c'est déjà une signature. Je ne vais pas reprendre parce qu'on va perdre le temps. Continuons. Non, mais pour passer à autre chose, c'est que l'aboutissement de cette signature-là n'est pas encore visible, mais il y a quelque chose. Anissé, qu'est-ce que tu en penses de cette phrase? On dit tous la même chose, seulement que vous deux, vous voulez. Ce n'est pas encore visible. La signature est déjà visible. Voilà, c'est là que nous n'sommes pas d'accord. La signature, c'est déjà visible. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Est-ce que la visibilité, elle est à 6K ou bien elle est toujours en HD ou d'accord, je sais pas moi. D'accord, on va avancer. Lorsqu'elle sera en HD, moi je vais voir. Pour le moment, elle est en 3G, je ne vois pas. D'accord, on va progresser dans la discussion. Est-ce que vous pensez que... on va monter un peu d'un cran. On va aller sur le terrain maintenant. Okay. Au niveau de la charnière défensive, est-ce que vous pensez qu'il y a un duo qui est en train de se former là? Je parle de Ndika et Agbadou. Oui, clairement. Je vais parler des matchs en sélection, mais aussi de la forme du moment. Oui, clairement. Je pense que clairement, la paire Agbadou et Ndika, c'est le pilier en fait. Je pense que ce sera le pilier, en tout cas, de ce que Fayet voudra mettre en place. Et puis, d'avoir une signature visible. Il va... Tu lâches pas, hein? D'avoir une signature visible, en tout cas, ce seront deux éléments importants. Aujourd'hui, on voit la différence entre la paire Agbadou, Ndika et puis un autre... Donc, du coup, tu oublies comment on appelle Odilon Kosono a fait... Non, on n'oublie pas. Non, c'est juste pour te titiller un peu. Non, ce n'est pas une question d'oublier. Ce n'est pas une question d'oublier. On parle du moment. Moment. Et quand on prend sur le moment et qu'on voit les performances, on se rend compte que ces deux-là, ce duo-là, fonctionne mieux par rapport à un duo, par exemple, Ndika avec Kosonou, par exemple, en ce moment. Et cela ne veut pas dire que Kosonou a été d'une très grande aide pour l'équipe nationale. Et c'est un autre registre également. Cela ne veut pas dire que peut-être que Kosonou, la paire de Kosonou avec un autre défenseur central, par exemple, ne va pas fonctionner aussi. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est la paire Agbadou et
Ndika par rapport à Ndika ou bien Agbadou et puis d'autres défenseurs centraux. Et quand on prend cette paire-là, en tout cas, on se rend compte que ça fonctionne mieux quand ce sont les deux. Okay. Donc, c'est juste ça. Sinon, ce n'est pas individuellement, en tout cas, comparer ces défenseurs centraux-là, mais on parle beaucoup plus de la complémentarité entre ces deux-là. Ok. Augustin? D'accord. Moi, je pars du principe où en charnière centrale, pour une sélection comme la Côte d'Ivoire, en fait, tu dois avoir quand même 2-3 gars qui sont au top niveau. Dans le sens où c'est pas en mode... Tu as demandé qui est là? Oui, c'est pas en mode... Agbadou, Ndika, ça fait 3. Il y a Rick Bailly qui est là. Pardon. Avançons. Mais c'est pourquoi tu réagis aussi. Non, mais je réagis. Je réagis ainsi parce que je pense qu'il y a un passage de flambeau qui est en train de se faire là. Exactement. Je pense. Et donc, je pense que peut-être le coach va appeler Eric Bailly en cas de vraiment, si vraiment on n'a pas de genre de ressources à l'expérience. Je veux parler par exemple, le défenseur là, j'oublie déjà. Oh, mais c'est pas grave, il va me revenir. Donc, d'accord. Comme je le disais, au fait, la Côte d'Ivoire doit avoir de top défenseurs centraux et tout. Et au point où tu n'as pas forcément... Tu as des titulaires, mais celui qui est sur le banc, ce n'est pas le numéro 2, le numéro 3, mais c'est des titulaires bis. Tu vois un peu ce que... Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je comprends, mais juste pour te dire aujourd'hui, peut-être que tu le sais, mais la situation aujourd'hui des défenseurs qu'on a, oui, qui vont probablement être à la CAN, je veux parler de Ndika, c'est sûr que lui, il ne bouge pas. Oui. Parce que l'itinéraire de la CAN vote pour lui. S'il est en meilleure santé, parce qu'on lui souhaite, oui, il sera là. Mais ça va se jouer entre ces trois-là, Cotonou, Agbadou et puis Ousmane Diomandé. C'est eux qui, actuellement, qui sont présagés pour... De toute façon, il faut en prendre 4 ou 5. En tout cas, il y en a déjà 4. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, moi, je pense que oui, ces deux combos, c'est ces deux combos qui ont le plus rassuré dans les matchs jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ça peut changer parce qu'il y a... Ça peut changer en fonction aussi des différents tests que Aimé Soyer fera sur les différents matchs. Et puis en plus, pourquoi pas une défense à 3? Ça a très bien marché contre l'Uruguay. Je pense qu'une défense à 3 serait pas mal aussi. Une défense à 3, ça dépend des configurations. C'est dans ce sens-là que peut-être que Ghislain Conan peut facilement perdre. Mais toi, tu as quoi, Ghislain Conan? En fait, j'ai rien contre lui. Honnêtement, j'ai rien contre lui. Tu le sais très bien, j'étais beaucoup titillé par rapport à lui, mais c'est juste... en termes de philosophie de jeu, et si on veut jouer beaucoup plus vers l'avant... En tant que piston, tu penses que Ghislain Conan, c'est pas la meilleure... Et le piston droit, alors? Oui, mais... Sengo en piston? Oui, pourquoi pas? Je ne pense pas. En tout cas, si tu me dis que Ghislain Conan d'un côté et tu parles de Sengo de l'autre côté... Voilà. Sengo, parce que tu le vois... très souvent dans une configuration défensive à l'AS Monaco, raison pour laquelle tu dis ça. Non, c'est pas à cause de ça. Sengo sur le plan offensif, attention. Il est bon, attention. Mais à ce poste de truc-là, de piston droit, c'est pas le poste dans lequel je le préfère. Non, mais ce n'est pas son poste, on est tous d'accord. Okay. Ce n'est pas son poste. Voilà, justement. On est tous d'accord. Mais sur le plan offensif, attention, il ne faut pas t'amuser Sengo. En plus, qu'on parle de Sengo piston, je vais te dire pourquoi il est intéressant. Sengo, si tu le regardais depuis le Torino... Il est hyper intéressant. Tu vois que quand il est dans une défense à 4, d'ailleurs, sur le côté, il a tendance à repiquer dans l'axe quand il a le ballon. Parce qu'il a été formé comme défenseur central. Non. Dans sa formation de base, après sa période de formation, quand il a commencé, il a plutôt plus joué dans des défenses à 3. Donc, il est beaucoup plus à l'aise même dans des défenses à 3 que... Mais dans ce cas, tu nous rejoins alors. Dans latéral. Mais s'il est bon en défense, dans ce cas, tu nous rejoins. Dans piston, en fait. C'est ce que je disais. Parce que tu me disais tout à l'heure qu'on peut le mettre en piston. Je dis qu'il est mieux dans un défense à 3. Il fait partie des 3 défenseurs que de le mettre en piston. Justement, c'est pour cela que je dis, tu mets qui à droite?
Bon, en tout cas, c'est discutable. Je pense que moi, je pense que c'est discutable. On va pas s'éterniser sur ce sujet-là. On va monter d'un cran. Déjà, on a une petite alerte. Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Seri s'est blessé. Après, on a vu que lorsqu'il n'est pas là, c'est très compliqué au niveau de la relance. Le jeu n'est plus le même. Cette tranquillité-là, cette facilitation-là à relancer le ballon, c'est compliqué. Et du coup, on se pose des questions. En cas de pépin physique, si peut-être Sangaré ne vient pas, ça sera compliqué. Et aussi, deux questions en une. Là, je veux parler des absences. Seri, en cas de pépin physique, et si Haller n'est pas là, le 9. Parce qu'aujourd'hui, les 9 qu'on a, je dis que c'est pas des 9 qui ont cette froideur-là dans la surface. Haller revient d'une maladie, il n'a pas... là, il est en train de retrouver petit à petit les jambes. Il faut s'attendre à toute épreuve. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette dépendance des deux joueurs-là? Moi, déjà, Seri, je pense qu'au sein de la sélection, en tout cas, avec Aimé Payet, c'est l'un des hommes de base de Payet. Je pense que dans sa tête, s'il vient, si tout le monde est disponible et que lui-même, il est disponible, au fait, s'il doit cocher un joueur en premier, je pense que c'est Seri qu'il coche en premier. Et dernièrement, cette semaine, j'ai vu une composition d'équipe faite par... je vais dire quoi, un compte Twitter qui est maintenant Inks et tout. Et ils ont fait une composition d'équipe de la sélection ivoirienne et ils ont sorti Seri du 11 titulaire. Je me suis... c'est absurde, c'est absurde. Ça a quelle échéance? Non, ils ont dit genre à l'horizon de la CAN, au fait. Genre, ça m'a un peu fâché et tout dans les commentaires. Je me suis lâché là-bas. Moi, je pense que Seri, aujourd'hui, ce profil-là, il n'y en a pas au sein de la sélection ivoirienne, malheureusement. Et c'est le genre de profil dont Aimé Payet a besoin pour construire tout autour, déjà dans les sorties de balles, déjà dans la protection de ta défense, déjà, au fait, en termes de relais, c'est-à-dire entre le coach et les joueurs. Parce que c'est le gars qui est beaucoup plus cérébral, capable de transférer les consignes du coach et les asséminer beaucoup plus facilement à ses coéquipiers. C'est un leader vocal naturel. Et si on revient sur le jeu que Aimé Payet est en train de mettre en place, sur sa signature qui est visible et très visible déjà. Tu dis qu'il est en train de mettre en place, après tu dis qu'il est visible. Tu vois qu'il a voulu... Les gars, Afonso, vous avez fini ça aussi. Il nous reste plus de temps. Hein. Qui est assez visible. On voit que Seri, dans son fond de jeu, moi, même Sébastien Haller, on peut s'en passer. Moi, je le dis. Tu penses qu'on peut s'en passer, Sébastien? Moi, je pense que... Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, principalement un gars qui est derrière là. Même si, c'est pas forcément le gars qu'on met très souvent en œuvre. Evan Guessant, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui en Ligue 1. Evan Guessant, c'est l'un des meilleurs joueurs en Ligue 1. Peut-être qu'il fait partie du top 5 durant cette saison-là et tout. Et pour revenir à Michael Seri, au fait, aujourd'hui, au sein de cette sélection-là, ça sera vraiment compliqué de pouvoir le sortir par rapport à tout ce qu'il peut apporter, ne serait-ce que sur un match de 90 minutes où tu as besoin de tenir le ballon et de faire courir l'adversaire. Anissé, Seri, Haller, dépendance, qu'est-ce que tu en penses, ton avis? Je rejoins Augustin. Je le rejoins. Moi, je rejoins Augustin. La magie, tu le rejoins. Sur certains points, pour dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un profil similaire à Seri. Et c'est le type de profil dont on a besoin, en tout cas, pour construire du jeu. Là, il a parlé de protéger sa défense. Bon, après, sur ce plan-là, je ne suis pas totalement d'accord. Mais pour construire du jeu, les sorties de balles, les relances, on a besoin d'un jeu comme ça, de ce type de profil-là, pour justement produire du jeu et non pas être en train de défendre. Parce que Seri, ce ne sera pas forcément le joueur qui... En fait, on n'a pas besoin de lui sur ce plan-là. On n'a pas besoin de l'épuiser sur ce plan-là. On a besoin qu'il soit créatif, qu'il soit beaucoup plus réactif. Et pour ça, il faudrait qu'il soit
tranquille déjà mentalement et qui ne s'épuise pas défensivement. Donc, on n'a pas forcément besoin de lui trop en défense. Dans la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on doit être dans une posture de conquérant où on va en tout cas pour produire du jeu. Et c'est dans ce sens-là justement qu'on va pouvoir mettre les joueurs comme Seri beaucoup plus en avant. Et par rapport à Haller, je suis encore une fois de plus d'accord avec Augustin parce que je me dis qu'aujourd'hui, le football a évolué en ce sens-là où on n'a pas forcément besoin d'un renard de surface ou d'un neuf en fait qui joue en pointe en fait. On n'a pas forcément besoin de ça aujourd'hui. À l'heure aujourd'hui, concrètement, c'est un très grand attaquant. Si on a besoin de... Si on l'a en tout cas dans notre effectif, c'est super, c'est tant mieux. Après, s'il n'est pas là, je pense qu'on peut en tout cas, aux abords des surfaces, trouver une façon de jouer mettre peut-être Crasso, comme il a fait en 10, et puis trouver des personnes qui vont le complémentaire. Là, en fait, je sais pas, là, pour pouvoir jouer du jeu, en fait, sans forcément avoir un attaquant qui va être en pointe. Donc, Seri, aujourd'hui, oui, on en a besoin. On n'a pas un profil similaire. Par contre, à l'heure, je pense qu'on peut trouver une façon de pouvoir jouer sans forcément en être dépendant. Je veux bien vous relancer cette question-là, mais le temps nous est imparti. Mais je vais lâcher quelque chose. On est d'accord que Crasso, c'est pas un neuf. On est d'accord. On est d'accord qu'on a sur la liste, on a Vakoum, on a Konaté Karim, on a Guessan. Et donc là, on regarde les matchs, on voit un peu comment ça s'est passé pour ces personnes-là. Et on voit que la personne qui est en même c'est-à-dire quand tu lui donnes le ballon, tu es sûr qu'il va mettre ça au fond, c'est à l'air. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une fausse route par rapport à ça? Non. C'est-à-dire, on a une valeur sûre, vous dites que non, en fait, tu n'es pas... Parce que la question, c'est... Est-ce que si Allen n'est pas là, par exemple, est-ce qu'on peut... Ça craint. Est-ce que ça craint? Est-ce qu'on peut... Parce que le but, ce n'est pas s'il est là et puis, en fait, on le met de côté pour jouer d'une autre façon. S'il est là, c'est clair qu'on le met parce qu'on en a besoin. Mais par contre, s'il n'est pas là, par exemple, est-ce que... Donc aujourd'hui, tu dis que la Côte d'Ivoire n'est pas dépendante de Tugdaler. Je dis dépendant, pas forcément. Ok, d'accord. C'est sur ça que je suis. Donc, autre sujet, c'est ce fameux mental-là des gens des Ivoiriens. Il y a eu, comme Augustin l'a dit, l'avant-CAN et l'après-CAN. Bon, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire a vraiment switché dans la mesure où, c'est-à-dire que le mental qu'on lui reprochait à chaque fois lors des moments de vérité, les moments décisifs, là maintenant c'est bon. Ils sont passés à autre chose, ils ont basculé. Je pense en tout cas qu'il y a eu un très grand switch. Sans oublier qu'on se fait taper en Zambie 1-0. Non, on laisse ça de côté d'abord. Ok. Ce que je disais tout de suite, et je vais revenir encore là-dessus, parce qu'Augustin parlait de Faye, de son aura et tout ça. Et ce que moi je disais, c'est... Non, ce que moi je disais, c'était une prise de conscience. Une prise de conscience collective. Parce que ça émanait de plusieurs prises de décision autour de cette sélection-là. Ok. Déjà, il y a eu le départ donc pour toi, il n'y a pas eu un apport Faye sur ce coup-là, au niveau du mental? Si. Ok. Mais en fait, il y a eu plusieurs événements qui ont fait que les éléphants aujourd'hui ont ressurgi et puis sont arrivés à ce niveau-là. Il y a eu plusieurs événements. Et le choix déjà de Faye, de le mettre sur le banc, en fait partie. Mais après ça, il y a plusieurs autres situations, il y a plusieurs autres contextes qui ont fait que les éléphants... C'est comme si on te dit, tu es au fond du trou en fait. Tu n'as pas d'autre choix, que de te relever. Donc toi, pour toi, la Côte d'Ivoire a basculé. A basculé. Dans une autre dimension mentale. C'est-à-dire que là, maintenant, ils sont prêts à jouer à l'extérieur. Voilà, j'en sais bon. C'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier que en tant qu'être humain, parce que ce sont des êtres humains, il faut qu'il y ait des événements marquants pour que tu aies un certain déclic. Parce que tu vois, il faut qu'il y ait des événements marquants dans ta vie pour que tu aies un certain déclic. Donc toi, tu penses que c'est Je pense que le fait qu'on ait vécu cette situation-là, parce que quand tu vis une certaine situation, après, tu en prends de la résilience, tu as beaucoup plus de résilience, et quand tu reviens encore beaucoup plus fort, que ce soit mentalement, en fait, tu reviens beaucoup plus fort. Donc pour toi, le match contre la Zambie, c'est un concours de circonstances? Le match contre la Zambie, on en a déjà parlé. Après,
Il y a eu un switch, mais ça ne va pas. Même dans les prochains matchs de la Côte d'Ivoire, ils vont forcément perdre des matchs. Il y aura des fois où ils vont avoir un manque de concentration, mais cela ne va pas forcément... Non, mais c'est la manière dont ils perdent. Moi, perdre les matchs, ok, tu peux les perdre, mais c'est la manière dont tu perds. Oui, en fait, ce switch-là, on ne va pas forcément le ressentir à 100% sur tous les matchs. Je pense qu'il y aura des moments où ça va faillir. Mais clairement... Toi, tu penses qu'ils ont basculé? Ils ont basculé. Ok. Augustin? D'accord. Par rapport à ce que mon confrère a dit tout à l'heure, il reprend la question, pas forcément par rapport à ce que j'ai dit. Mais on est au milieu d'une discussion. Je pense qu'il faut revenir sur certains points. Parce que je trouve que, contrairement à ce que mon confrère est en train de dire, c'est tout comme si c'est parce qu'il y a eu plusieurs décisions qui ont fait que la Côte d'Ivoire a basculé. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Et moi, je le dis clairement, il faut donner à César ce qui est à César. Ça, c'est pour Aimé Faye. Donc, tu veux dire que c'est seulement Aimé Faye? Oui. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Aimé Faye, son staff. Quand je parle d'Aimé Faye, il faut voir le staff qui l'accompagne. Oui, bien sûr. Aimé Faye, son staff, bien sûr. Guy Demel et tout. Genre, c'est dans ça que je suis en train de parler. Dans quel contexte Aimé Faye vient prendre la sélection? Aimé Faye n'était pas le choix. Mais tout ça, on le sait. C'était pas le choix. Il vient dans des... Bon, il vient. Attends, je termine. Pour toi. Parce que même dans cette prise de conscience-là, même le peuple de Côte d'Ivoire même a eu sa part même à jouer dans cette prise de conscience-là. Il y a tout le monde. Cette prise de décision, il y a tout le monde. Pour toi, c'est... Jean, parce qu'on va courir. Oui, je termine là-dessus. Jean, pour toi, c'est Aimé Faye. Maintenant... Est-ce que toi, tu penses qu'ils ont vraiment basculé dans une autre dimension? Ou bien c'est fini le mental des éléphants, c'est devenu costaud? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un avant et un après la nomination d'Aimé Faye, au fait. Clairement, du point de vue mental, il faut voir juste les matchs de la CAN. La Côte d'Ivoire sous Jean-Louis Gasset et la Côte d'Ivoire sous Aimé Faye. Dans la même compétition, on voit que c'est deux équipes différentes. Cette équipe-là qui est capable d'aller chercher des victoires en fin de match et tout, face au Mali, alors que tu es mené. Cette équipe-là qui bat le Sénégal, champion d'Afrique en titre, alors que tu es mené. Donc, il ne faut pas rendre ce qui est à César, tout simplement. C'est tout. Mais personne n'a dit que Faye n'a pas eu son apport. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas uniquement Faye. Non, c'est uniquement Faye. Okay. C'est Faye et son staff. On n'est pas d'accord, on ne sera jamais d'accord. Donc, continuons. Ok, on va aller très rapidement sur deux joueurs pour chuter. Je veux parler de Oumar Diakité, aujourd'hui, qui est très utilisé par l'entraîneur Faye. Quel est son réel apport? Et puis... Par ailleurs, Seko, est-ce que peut-être on ne se trompe pas de ce qu'on attend de lui par rapport à ce qu'il vaut réellement? Pour revenir sur le cas Oumar Diakité, moi, je ne sais pas. Hein. Bon, je vais me faire beaucoup d'ennemis sur ce podcast. Parce que je pense que, oui, il a beaucoup de fougue, beaucoup de zèle et tout, mais c'est vraiment un zèle qui n'est pas utilisé à bon escient. Et ça pénalise toute l'équipe et tout. Parfois, il faut se canaliser, il faut être beaucoup plus intelligent. Quand il faut calmer le jeu, revenir en arrière, jouer avec tes coéquipiers, pas entrer dans une histoire de rush. Et je l'ai dit la dernière fois, c'est quelqu'un qui joue plus pour le public, plus pour sa fanbase, que pour la sélection en elle-même par rapport à ce que le coach lui demande et tout. Et Seko Fofana, je l'ai déjà dit la dernière fois, franchement, s'il continue comme ça avec ce jeu où il vient, il descend n'importe comment, il ne respecte pas le jeu, moi je pense qu'il y a d'autres profils aujourd'hui qui sont plus intéressants. Qui sont beaucoup plus Lazare intéressants. Amani, tout ça. Okay. Lazare Amani et l'autre qui joue du côté de la JOC. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Traoré Ahmed. Voilà, Ahmed Traoré. Franchement, moi, je pense que il y a la place à faire. Il faut que Aimé Faye se décide. Oui, Seko Fofana, c'est une personnalité au sein du vestiaire. Tu le mets sur le banc, il y aura beaucoup de trucs. Mais il faut prendre cette décision-là le plus tôt possible pour le bien de cette sélection. Anissé? Moi, je vais être très bref. Hein. Je ne vais pas autant parler que Auguste. Oumar Diakité, c'est simple. Il a encore besoin de gagner en maturité.
encore besoin de gagner en maturité et puis être beaucoup plus, prendre les bonnes décisions sur le terrain. En ce qui concerne Seko Fofana, peut-être qu'on lui a tellement trop demandé, peut-être, ou bien peut-être qu'on lui a trop confié les rênes de l'équipe, qu'il souvent essaie d'être souvent désorganisé et essaie de jouer un peu partout. Donc, je ne dirais pas en tout cas que aujourd'hui, le niveau que Seko a, parce que si on attend honnêtement de lui, c'est parce qu'on sait ce qu'il vaut. On sait ce qu'il vaut, on sait l'apport qu'il peut apporter. Donc, pour le moment en tout cas, je ne pense pas qu'on lui en demande trop, mais par contre, ce qu'on lui demande, c'est parce qu'il a le niveau justement pour nous l'offrir en fait. Sauf qu'actuellement, peut-être que la charge qu'on lui demande, pour lui en tout cas, peut-être un peu, on lui a confié les rênes de l'équipe, donc souvent un peu désorganisé sur le terrain. Ok. Rapidement, la Côte d'Ivoire est dans un groupe assez challengeant. Mozambique, Cameroun, Gabon. Impression rapide? Moi, c'est un groupe... La CAN 2025. La Côte d'Ivoire ne doit pas se cacher là. Hein. Tu prends les 9 points, tu passes. Ok, d'accord. Moi, je ne suis pas totalement d'accord. Je disais tout de suite qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, clairement, doit venir un concurrent. Après, c'est le football. Hein. C'est le football aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. Donc, il faut en être conscient. Et puis, il faut venir en étant concentré. Parce qu'on a le Cameroun, quand même. Même si ce n'est pas le Cameroun d'avant, mais on a quand même le Cameroun. Et quand tu joues le Cameroun, sur le plan... ça ne va pas forcément se jouer sur le plan uniquement... sur le terrain. Il y a aussi le plan mental, en fait. Quand tu sais que tu joues contre le Cameroun, par exemple, le match contre le Cameroun, de la façon dont tu vas l'aborder, tu vas le regarder. Même toi, la façon dont tu vas regarder le match, avec la pression que tu vas ressentir, ce n'est pas la même pression que lorsque ce sera le match avec les autres. Donc, il faut quand même en être conscient et préparer ce match-là, en tout cas, de façon consensuelle, de façon sérieuse, en se disant qu'on vient jouer avec des personnes qui peuvent nous challenger. On a vu, c'était la Sierra Leone qui nous a mis un 0 comme ça. Donc, voilà. Ok, d'accord. Le temps nous est imparti. La prochaine fois, je pense qu'on va essayer de mieux se canaliser. On va prendre 2 heures. Plus de temps au débat. On va prendre 2 heures la prochaine fois. Par rapport à l'importance des sujets, parce que là, on a beaucoup de choses à dire. En tout cas, j'espère que vous allez aimer toute la manière dont on a essayé de décortiquer ces sujets. Je remercie encore une fois de plus Anissé et Augustin qui sont venus. Non, mais moi, je vais lui poser une question. On n'a plus de temps. Anissé, on n'a plus de temps. Je suis en train de chuter, s'il te plaît, on n'a plus de temps. Laisse-le poser sa question. N'hésitez pas. Si ça prend 1 minute. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous soutenir, à booster cette page-là. Et on se dit à la prochaine. Merci. 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 Et puis, demandez à Augustin pourquoi il aime autant me contredire.